Bienvenue à tous, merci d'être là. Je suis Yacine Delous, très content de jouer ici. L'Européen, l'Européen, c'est le nom. On a failli appeler ça plein de petits pays qui n'arrivent pas trop à bien se parler, c'était très long. On a voulu appeler ça Schengen, mais personne ne voulait jouer ici. Alors, très heureux, merci à tous d'être là. J'espère qu'il vous a rien arrivé de bizarre sur le chemin parce que le quartier est un peu flippant. Le quartier ressemble à The Walking Dead la nuit, d'accord? C'est place de Clichy, il y a plein de gens bizarres qui marchent en faisant... Dis, mais qui êtes-vous? Je suis le maire du 18e. Oui. Mais c'est incroyable, mais vous êtes un zombie, monsieur, vous êtes maire? Oui, absolument. Comment vous avez fait? J'ai un bon programme, voilà. J'ai un excellent programme. Vous savez ce qui se passe avec la politique en France? Les zombies assurent, vous savez. Waouh, incroyable. Oui, absolument. Par exemple, réduction pour la cantine, pour les enfants. C'est un très bon programme. Oui, très bien. Oui, absolument. Construction de parcs pour les enfants. C'est très bien, oui. Et manger le cerveau des enfants. Moins bon programme. Oh, ok, je change. On a énormément de mecs bizarres qui traînent dans ce quartier-là, donc faites attention quand vous sortez, il y a plein de gars qui viennent voir les autres en disant « Hey! Hey! Je veux pas te faire peur !» Ce à quoi je réponds généralement trop tard. J'ai fait pipi. Je sens le vent, il va par là. Qu'en pensez-vous les marins? Oui, nous sommes les marins, merci Yacine. Comédie musicale que j'essaie de vendre qui s'appelle Les marins et le pipi. Les marins, le pipi, les marins, le vent. Donc plein de gens extrêmement effrayants. Et ce qui est rigolo, observez quand vous sortez, des fois il y a des petits touristes. Mais des touristes, en fait, qui se sont perdus. Qui font des visites involontaires. Ils ne veulent pas être là. Ils ne veulent pas être là. Et ils visitaient Montmartre, parce que Montmartre c'est très connu, les accordéons, le folklore de Paris, ça c'est Paris, ouais mon petit gars, voilà la France là. Montmartre c'est merveilleux, c'est parfait pour un touriste Montmartre. J'aime bien faire le mec, c'est Paris mon petit gars. J'aime bien cette façon de... Parce que cette voix-là, tu dis n'importe quoi, c'est cool. C'était moi je viole des vieilles, rue Quincampoix. Moi je gueule des vieilles, ouais j'aime ça, ouais mon Dieu pas. Avec un petit stage. Formidable endroit, donc Montmartre, qui est connu grâce à Amélie Poulain, avec l'accordéon, c'est parfait pour un touriste. Mais les touristes, des fois, se perdent et descendent la rue Le Pic, et des fois arrivent en bas, et ça passe de... Et là, ils font, ah, le Paris, c'est très beau, les rues de Paris, oh, parce que c'est progressif, oh, ouais, merci, oh, le Moulin Rouge, c'est très joli, oui, voulez-vous coucher avec moi, hein? Oh, la syphilis, ok. Pardon. Monsieur le pharmacien, oui, mon pénis a explosé, oui, c'est le mot explosé. Je fais la méthode assimile, oui, assimile. C'est une blague pour moi de 3e, d'accord? Moi du passé. Donc voilà, plein de mecs qui se trompaient. Et puis aussi, plein de gens font la fête. Alors faites gaffe en sortant, parce que ça boit beaucoup aux alentours. Les gens boivent, alors ils se lâchent. Il y a des flaques de pipi, il y a des fois des flaques de vomi parce que les gens... Et des fois, il y a des flaques, des fois de... On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas. C'est violet et ça parle. Qui es-tu, flaque violette qui parle? Je suis Flacor, de la planète Flac 36. Et que veux-tu, Flacor, de la planète Flac 36? Je suis ici pour rencontrer Flacure, de la planète Flac 38. Et pourquoi? Il a mes clés. Je ne peux pas rentrer chez moi sans mes clés. Je gère un Airbnb interdimensionnel. Entre Flac, j'essaye d'avoir une bonne note. Et ta mère, t'es qui pour poser des questions, Flac, que tu connais pas? Tu me connais, on se connaît pas. On se connaît pas. Okay, tranquille. Ça me connaît. T'es ma mère, tu me connais pas, mon gars. Moi, je te mouille. L'agressivité, pas utile, ok? C'est la seule raison, vous êtes là uniquement pour ça, pour rencontrer un autre mec et pour une histoire de clé?
Non, bien entendu, je suis aussi ici pour accomplir une mission secrète. Je dois rencontrer le chef secret de votre monde. Oh mon Dieu, on a un chef secret de notre monde. Qui est le chef secret de notre monde? C'est Michel Drucker. Vous pensez que c'est un animateur télé? Faux, c'est un androïde. On vous l'a envoyé il y a 5000 ans. La preuve, c'est qu'il ne vieillit pas. Il ne vieillit pas. Ses cheveux blancs, c'est du Tipex. Son petit chien, il est toujours un petit chien blanc, un tout petit chien blanc. Qui est un petit chien blanc? Personne. C'est pas un vrai petit chien, c'est un système de communication à distance. Une caresse à gauche, une caresse à droite, un doigt quelque part, tout explose. Voilà, ça c'est le genre de blague que je fais, d'accord? Alors voilà, mais écoutez mes blagues, c'est un petit peu comme fumer du shit. Si vous résistez, vous allez faire un bad trip. Donc voilà, rentrez dans le délire, ok? Vous demandez pas, pourquoi il dit ça? Dites-vous juste, il dit ça, d'accord? Suivez le flow, suivez le flow. Voilà, laissez-vous aller. Sinon vous n'allez pas être bien. On fait ça. C'était un bon test. Vous êtes d'accord? Oui, merci beaucoup. Voilà, j'aime faire des blagues sur les flaques et les trucs qui viennent de l'espace parce que j'adore la science-fiction. Je suis un très grand fan de science-fiction. Par exemple, là, j'attends avec impatience Star Wars. Star Wars va sortir bientôt. J'aime beaucoup les Star Wars. Il y a qu'un seul truc qui m'a un peu énervé récemment, c'est que on retrouve souvent le même suspense dans les films de Star Wars avec, vous savez, ils ont ces sabres laser, ils se battent avec, ils font pouf, 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 pouf. Le gentil se bat contre le méchant et souvent le gentil perd son sabre. Il tombe, il trébuche, il perd son sabre, d'accord. Et là, tout le monde dans la salle se dit, oh mon Dieu, il est mort, il est foutu. Le gentil est foutu, il va mourir, il est foutu, laisse tomber. Qui êtes-vous? Je cherche, je fais des rencontres. Ok. Je valide que le gentil est foutu, mais vous, partez. Ok. Et tout le monde dans la salle, oh mon Dieu, il est mort, il est foutu. Le gentil va se faire buter par le méchant, c'est mort. Et à la dernière seconde, que fait le gentil? Il utilise la force, et avec ça, whoop, il aimante le sabre, il le fait voler, whoop, il le récupère, et il arrive à vaincre le méchant. Voilà, on le voit souvent dans les Star Wars, et moi, j'en ai plein le cul de ça. Ouais, je veux que ça s'arrête. Je veux que dans le prochain Star Wars, la première scène, ce soit un arrêt de ce suspense, une fin de ce suspense que je déteste. Je veux qu'un Jedi aille voir tous les autres Jedi, un nouveau Jedi en disant bonjour, je suis Jimmy le nouveau Jedi, Mickey le Jedi, Stevie le Jedi, Rachid le Jedi. Enchanté, Hollywood avance. On galère avec les sabres. J'ai vu les films, on les fait tomber souvent. Vous regardez les films que on galère, on a un problème. Donc vous faites ce que vous voulez avec le vôtre. Sur le mien, j'ai mis une dragonne, d'accord? Comme ça. Parce que, en fait, j'adore la science-fiction, j'adore les films de genre, mais j'aime pas les films qui insultent mon intelligence. J'aime les films de science-fiction, mais ceux des années 50. Alors je sais qu'ils sont pas à la mode, ça c'est certain. Les films des années 50 ne sont pas les films que tout le monde regarde parce qu'ils sont en noir et blanc déjà. Les effets spéciaux sont un peu pourris. C'est pas des trucs en 3D ou images de synthèse, c'est souvent des trucs faits avec papier mâché, de l'aluminium dessus. Genre les soucoupes volantes, c'est des trucs comme ça, un peu mal faits, mauvaise forme, attacher un fil, un bâton, un moustachu dans les coulisses qui fait... Et donc ça fait... Donc c'est pas terrible. Les voix sont énervantes. Les voix de ces films des années 50, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus à la mode, elles sont énervantes. C'est souvent la voix des actualités françaises. C'était le futur. Vous connaissez cette voix? Le futur, un monde merveilleux, une technologie incroyable, des machines qui dépassent l'imagination humaine. Nous sommes bien sûr en l'an 2004. Nous pouvons téléphoner à plus de 1000 kilomètres. Bref, je sais que c'est ringard, je sais que c'est pas à la mode, je sais que ces voix sont énervantes et que c'est pas un truc cool. Cette voix n'est pas cool, on a arrêté d'entendre cette voix. On n'entend plus jamais le gars qui parle comme ça. À la radio, on n'entend pas le rappeur Booba s'est pris la tête avec la fouine parce qu'il l'aurait traité de bolos.
d'accord. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça s'est arrêté net. C'est pendant les années 50, c'était le roi, le gars, et d'un coup, boum, ça s'est stoppé. Je pense qu'il a été viré, en fait. Je pense que c'était un seul gars qui faisait toutes les voix, et cet homme s'est fait virer. On lui a dit, mec, Michel, c'est terminé. Mais pourquoi? À cause de ta voix, mec. Elle est trop aiguë. Mais enfin, j'ai une famille. Désolé Michel, ta voix insupporte les gens. Maintenant le mec cool, c'est Jean-Louis. Ok, Salut Michel, je suis vraiment désolé de ce qui se passe Michel. Mais le mec cool maintenant c'est moi. On est dans les années 80. Et c'est parti. Ça va aller de plus en plus vite. Je pense que ce mec s'est fait virer et que cette voix-là a disparu dans les oubliettes. Donc je comprends pourquoi les gens n'aiment pas regarder des films en noir et blanc des années 50. Mais le côté positif de ces films-là, c'est qu'ils imaginaient le futur de façon optimiste. C'est-à-dire qu'ils voyaient l'avenir de façon totalement cool. L'humanité s'entendait bien. Souvent, on formait un seul et même pays. Il y avait un président du monde, donc une seule armée. Tout le monde s'entendait bien. On traversait l'espace. On avait des vaisseaux spatiaux. Dans les films qui sortent aujourd'hui, le futur est toujours une catastrophe. C'est-à-dire qu'on est pessimiste. On n'arrive plus à voir le futur de façon cool. Ok, le futur, c'est toujours la fin du monde. Les extraterrestres, quand on les rencontre et qu'ils veulent bien nous parler, ils nous détruisent, d'accord? Ils ont arrêté de discuter. Ils arrivent et... Il n'y a pas de bonjour, c'est tout de suite... Le général va voir le président en disant « Monsieur le président du monde ?» « Oui, c'est moi. »« Les extraterrestres sont arrivés. » « Et alors, que se passe-t-il » C'est vague. Excusez-moi, monsieur le président. Je vais reprendre ma phrase. Oh non, mon Dieu, me tient dans la jambe, quoi? Ça fait mal. Oh, les précisions, ça brûle, les vêtements, ça brûle. Ah, tout ça, tout est cassé. J'aurai jamais assez de colle, j'aurai jamais assez de colle. C'est terminé. Là, les bâtards, ils tirent même sur les girafes. Ils tirent sur les girafes. Mais je veux dire, ils ont tout cassé. Oui, il n'y a plus rien. Au niveau du monde, le monde, il n'y en a plus. C'est-à-dire, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est-à-dire, ce qu'il y avait avant, maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Vous allez chercher sous les coussins du canapé ou pas? Oui, on a trouvé une télécommande et un ticket de métro, mais on ne sait pas quoi en faire. Le monde est objectivement négatif. Le futur, voilà. Le truc, c'est qu'on n'arrive pas à imaginer un futur positif. Et c'est ça qui est triste. Et moi, je suis contre cette idée, d'accord? Je suis contre l'idée que le futur est forcément quelque chose d'horrible et négatif. Je pense qu'on peut faire les bons choix. Je pense que l'humanité peut s'en sortir et qu'on peut avoir un futur correct, d'accord? Un bon futur. Et puis, même si les extraterrestres nous attaquent demain matin, genre, imaginez qu'ils arrivent de nulle part, qu'ils sortent d'une Ford Fiesta, ok? Ils arrêtent. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire? Qu'est-ce que les extraterrestres pourraient nous faire qu'on ne s'est pas déjà fait nous-mêmes? On est les plus gros bâtards du secteur Delta, les gars. C'est vrai. Et là, nous sommes seuls face à une intelligence extraterrestre, une menace. La question, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Je veux dire, s'ils nous disent peuple de la Terre, nous sommes les extraterrestres. Vous avez déjà été témoin de notre pouvoir lorsque nous avons volé toutes les noix de cajou des mélanges salés. Mais ce n'était qu'un exemple. Vous avez encore été terrifiés par notre pouvoir lorsque nous avons changé le goût des préservatifs cerises par préservatifs bananes. Ce qui fait que des tas de gens ont fait... Mais ce n'était rien comparé à ce que nous pouvons faire. Donnez-nous toutes vos ressources naturelles, sinon nous polluerons vos océans. nous, on serait genre... On a déjà fait ça. Quoi? On fait ça tous les jours. On jette tout dans l'océan, tout n'importe quoi. On s'en fout. Dès qu'il y a un truc qu'on n'aime pas, on le jette. Pourquoi on fait ça?
Parce que c'est facile. Dès qu'il y a un truc, imaginez, il y a un truc que tu n'aimes pas, il y a un truc que tu n'aimes pas, un truc que tu n'aimes pas, tu dis ah, non, ça, je n'aime pas, ah. Et derrière, c'est l'océan. Nous, on fait. Après, il n'est plus là. Excusez-moi, alors, est-ce que vous ne savez pas un peu teubé un peu? Est-ce que vous savez que l'eau liquide, le H2O liquide, c'est très très rare dans l'univers? Est-ce que vous savez que c'est très rare? Est-ce que vous savez qu'en avoir sur votre planète, c'est pratiquement un miracle? On fait caca dedans. C'est ça qu'on fait, on fait caca dans le miracle. Tous les jours. Oui, dès qu'on a envie. On le fait exprès. Dès qu'on a envie de faire caca, on fait pas caca là où on est. Faire caca sur le sol, c'est horrible. Non, on sert que ça. On trouve de l'eau liquide et on fait caca dedans. Il faut que l'eau soit propre. Sinon, on n'aime pas. Oh putain, gardez votre planète de merde, voilà, gardez-la. Et il s'en irait. Au loin. Ailleurs. Donc voilà, place de Clichy, c'est un quartier qui craint. C'est ça que je voulais dire. Bien, alors, qu'est-ce que tu fais, Yacine, en ce moment? À part beaucoup trop transpirer. C'est la question que se pose tout le public. Alors, qu'est-ce que tu fais, Yacine? Oh, d'accord, je vais vous raconter tout ça. Ouais. Donc, en ce moment, je suis en tournée beaucoup. Je joue énormément. Je joue à l'étranger parce que je me suis donné un challenge. C'est de jouer mon spectacle en anglais. Voilà, donc j'ai été joué dans plein d'endroits parce que j'avais envie de faire du stand-up dans des pays anglophones et de me donner comme ça en même temps un petit challenge. C'est vraiment un truc qui me plaisait. Et puis en plus, c'est cool parce que ça valorise le one-man show. Ce qui n'est pas facile à valoriser parce que généralement one man show, donc c'est une seule personne avec un micro, voilà, ça envoie moins d'énergie que par exemple les spectacles de danse où il y a plein de gens qui arrivent, tout le monde fait waouh de la danse, ou le cirque, c'est vachement impressionnant le cirque. Il y a des jongleurs, il y a des gens qui crachent du feu, il y a du trapèze, il y a des Russes qui font il y a des Chinois qui crachent des Russes sur des trapèzes, qui jonglent avec. C'était une soirée chelou. Mais en tout cas, le cirque, c'est impressionnant. C'est beaucoup plus impressionnant que ça. Parce que c'est vrai qu'on est seul. Mais vous savez que le cirque, c'est faux. Vous savez que, par exemple, la plupart des numéros de cirque sont moins authentiques qu'un spectacle de one-man show, parce que c'est méga répété. Par exemple, le dressage, vous savez que c'est pas une impro, quoi. Le tigre, en plus, ne comprend pas ce que dit le dresseur. Hein. C'est pas une impro, genre, c'est ultra méga répété. C'est vraiment, il n'y a pas d'improvisation, parce que sinon, le dresseur demanderait des choses beaucoup plus compliquées au tigre, hein, je pense. Et dirait, fais une recherche Google. Tu fais, remplis ma feuille d'impôt. Comme vous pouvez le constater, mon tigre remplit ma feuille d'impôt. Mais pour que ce soit plus difficile, j'ai très très mal classé les notes de frais. Ce qui veut dire en tigre, mais enfin, ça n'a aucun sens, nous n'avons pas la même fiscalité. Qu'est-ce que tu cherches, Igor? Qu'est-ce que tu cherches? Bref, ce qui est chouette là-dedans, c'est le côté s'adresser aux gens et défendre un truc. Le truc que j'essaie de défendre, moi, c'est que l'humour, c'est universel. Voilà, c'est le truc qui m'a fait voyager. Je pense sincèrement que l'humour, c'est quelque chose d'humain universel. Je pense pas qu'il y ait un humour français, un humour belge, un humour anglais. Je pense qu'il y a un seul humour, l'humour des êtres humains. Et j'ai même une preuve pour ça, c'est que nous sommes la seule espèce à raconter des blagues. Les chats ne racontent pas de blagues. Je n'ai jamais vu un chat faire et un autre faire coussinet, coussinet, d'accord?
Les chats ne font pas ça. On a inventé les blagues, on a créé ça. Je pense qu'on a créé ça il y a très longtemps, à l'époque préhistorique. Un homme préhistorique a inventé la première blague, ok? Les blagues, ça sert à réconforter ses amis, souvent quand ça va pas. Il devait être dans une grotte, ça devait pas aller, et lui, il a essayé de les réconforter en faisant quelque chose. Il savait pas qu'il inventait les blagues, mais il a essayé, c'est ça qui est beau. Il est allé faire oh, 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 oh. Et tous les autres. Première blague de l'humanité. Deuxième blague. Tous les autres. Ce qui veut dire, wow, c'est trop marrant. Et en plus, il parle de politique. Bien vu. Troisième blague. Premier beat de l'humanité. Ça, il l'a enlevé de son spectacle. Donc je pense qu'on a créé les blagues, ok? Et pour ça, j'ai été dans d'autres pays. J'ai commencé par l'Angleterre, ce qui était cool pour moi, parce que j'ai eu une surprise là-bas. Je pensais que j'allais être impressionné par Big Ben, ou bien la Tamise, ou les bus rouges, les trucs de touristes, quoi. Et en fait, le truc qui m'a vraiment impressionné, c'est que j'ai vu mon premier vrai renard vivant. J'ai vu un vrai renard. Pas surprenant pour vous, apparemment. Mais comme chaque mardi. C'est pas où vous vivez. J'habite à Aubervilliers, d'accord. Pas de renard à Aubervilliers. Il n'y a pas de renard à Aubervilliers. Des licornes, oui, des mages. Mais pas de renard, ok? Donc moi j'étais comme un fou parce que pour moi un renard c'est pas possible d'en croiser un dans la rue. C'est pas possible de voir un vrai renard dans une ruelle. Moi j'étais là, ouah t'es un renard, c'était génial. Parce que pour moi un renard ça vit pas dans une ville, ça vit dans des mondes merveilleux, ça vit dans le Petit Prince ou Narnia. Pour moi un renard ça parle. Moi un renard ça dit, oh je suis le renard magique de la forêt magique. Oh mon Dieu, vous parlez humain, monsieur le renard? Oui, je parle humain dans deux cas. Lorsque la forêt magique est en grand danger, ou lorsque les humains ont pris beaucoup de drogue. La forêt magique est en grand danger? Non. Et il tombe. Parce que c'est un renard, il a 4 pattes. Si jamais il fait ça, il tombe. Et il tombe d'une façon très marrante. Vous avez déjà balayé un chat? Non mais pas méchant balayer, gentil balayer un chat. On peut gentil balayer des gens, hein. On accompagne le move. C'est comme, vous savez, faut pas être noir ou blanc, d'accord? Il y a des gentilles balayettes. Hein. Le chat, il est là, et hop, tu le balayes, et il fait... Et après, il revient ici, et son regard veut dire, c'était gamin. Première fois que j'ai vu un renard. Donc j'étais comme un petit fou, j'étais trop content, et mon voyage était validé en fait. Ça m'a donné vraiment la raison pour laquelle je voyageais, c'était des petites expériences comme ça. Ça paraît simple, hein, mais c'était génial. Même pour le renard, c'était bizarre que je sois aussi content. Parce que lui, il avait l'habitude de voir des êtres humains, il en voyait tout le temps. Donc moi, je le suivais, je prenais des photos. C'était vraiment genre, ouais, un renard. Et lui était là, oh, touriste, ok. C'est là, mais t'es un renard, t'es tout en renard, c'est incroyable, t'es tout en renard. T'es là, ah oui, ah oui. Oui, je suis un renard, bravo, wow, super, je suis un renard. Toi, tu es un arabe, oui? Parce que pour les Anglais, c'était passionnant. Le fait que je m'appelle Yacine et que je vienne de France, c'était une énigme. C'était incroyable. C'était génial pour eux. Donc ils me disaient, oh, tu t'appelles Yacine, tu es français. Mais Yacine, c'est différent de Jean-Jacques, non? Oui, un peu.
Ça, c'était la politesse anglaise pour poser la question et tout. Parce que les Anglais connaissent bien la France à travers les films de la nouvelle vague des années 60. Ok, et il y a très peu d'Abdelkarim dans les films de la nouvelle vague des années 60. D'accord? D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup dans les films de maintenant non plus, mais ça avance. Donc en gros, pour eux, ils étaient étonnés. J'étais obligé de leur expliquer un petit peu l'histoire de mon identité. Ce qui est compliqué, c'est un peu complexe de parler de l'identité parce que il y a de l'histoire à l'intérieur. Donc j'ai essayé d'être le plus simple possible. Je leur ai dit, alors voilà, moi je suis né en France, donc je suis français. Donc la France, c'est mon pays. Mais génétiquement, l'Algérie, c'est mon pays, parce que mes parents sont nés en Algérie. Et toute ma famille avant est née en Algérie. Donc voilà, la France, c'est mon pays, et l'Algérie, c'est mon pays. Et en plus, mes parents, ils sont nés en Algérie, à l'époque où l'Algérie, c'était la France. Ok, au 19e siècle. Mon pays et mon pays s'entendaient très très bien, d'accord? Et puis à un moment donné, mon pays devait de l'argent à mon pays, mais il l'a pas rendu. Et ça, on n'en parle pas dans les livres d'histoire. Il le rendait pas. Et plutôt que de le rendre, il a colonisé mon pays. Donc mon pays, il a arrêté d'être mon pays, il est devenu mon pays. D'accord? Après ça, le temps passe. Et là, après la Seconde Guerre mondiale, mon pays en a marre d'être mon pays. Il dit, j'en ai marre d'être mon pays colonisé, j'en ai marre, j'aimerais mieux être mon pays indépendant. Ça commence à me saouler. Donc il dit, on en a marre, on veut plus ça. Il y a une guerre qui commence et tout. Le général de Gaulle, il prend l'avion, il part de mon pays, il va jusqu'à mon pays. Et il dit, je vous ai compris. La célèbre phrase que tout le monde connaît. Alors tout le monde pensait qu'il parlait à mon pays, mais en fait il parlait à mon pays. D'accord. Et après ça, il y a encore une guerre, tout ça continue. Et là, hop, mon pays a pris son indépendance et est devenu mon pays, qu'on connaît aujourd'hui. Et mon pays est juste resté mon pays. Voilà. Et là, les Anglais disaient, on va dire que tu es français, ok? C'était très intéressant pour moi de partager ça avec eux. Parce que vraiment, ils connaissaient pas du tout. Donc ça m'a donné même envie de faire d'autres choses, d'apprendre d'autres langues et tout. Parce que c'était une découverte de nouvelles identités pour moi, enfin de nouvelles façons de voir mon identité. Parce qu'ils étaient extrêmement positifs avec l'Algérie. Ils étaient là, waouh, waouh, l'Algérie, mais c'est fantastique. C'est nouveau pour moi ça, parce que excusez-moi, c'est un nouveau goût. C'est bon, et pas mal ce goût. Parce qu'ils étaient à fond, ils étaient là, wouh, Zinedine Zidane, wouh. Tu vois? Et puis quand je dis, ouais, mes parents sont en Algérie, ils font, waouh, c'est merveilleux. Alors que ici, si tu dis, bah voilà, mes parents sont en Algérie, c'est pas, on a l'habitude, quoi. Les gens, ils font, ouais, comme le mec qui est là, le mec qui est là, le mec qui est là, le mec qui est là. C'est pas exotique, d'accord? Mais ça m'a plu, ça m'a même donné envie d'apprendre l'arabe. Parce que, ouh, ça se radicalise. Ok. Non, j'ai envie d'apprendre l'arabe parce que je parle quelques mots seulement d'arabe. Je parle seulement quelques mots. J'ai appris des mots d'arabe en étant souvent gardé par ma grand-mère parce qu'elle faisait à manger, donc je connais le nom des plats, d'accord, par ma grand-mère. Et je connais des insultes aussi de par mes oncles qui étaient plus jeunes, donc qui m'apprenaient les gros mots en arabe. Donc voilà, je connais les plats et les insultes. Donc je parle pas arabe, mais je suis bilingue dans une bagarre dans un restaurant, d'accord? Ça part en couille. Je suis très heureux d'avoir voyagé, ça m'a apporté beaucoup ça. Et puis aussi, ça m'a aidé à lutter contre des peurs. Parce que j'avais... comment expliquer? J'étais très flippé avant de commencer ces voyages-là. J'étais quelqu'un d'anxieux, j'allais pas partir à l'aventure. Et je me suis forcé à partir à l'aventure et ça m'a grave aidé. Parce que j'étais beaucoup couvé, j'étais très très protégé par mes parents quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais tout petit, j'ai eu une maladie et tout. J'ai une maladie, j'ai failli mourir. Et donc mes parents m'ont vachement protégé. Ce qui est cool, ils avaient peur, ils avaient pas envie qu'il m'arrive un truc et tout. Ils m'ont dit cette histoire de maladie et de t'as failli mourir après, hein, évidemment. Ça, voilà, hein, c'est important. Ils me l'ont dit là, il y a pas très longtemps. Hein. Tu dis pas ça à un enfant de 3 ans. Tu dis pas c'est un dernier coloriage à finir, c'est maintenant. Mes parents sont super, d'accord? Ils ont été parfaits. Donc voilà, donc j'ai appris qu'en fait j'ai été vachement couvé pour une bonne raison. Donc j'ai été très protégé. Donc quand je suis parti, j'ai dit allez, c'est parti l'aventure, on va explorer le monde. Et je suis parti aussi en avion. Et j'avais très peur de prendre l'avion, justement parce que j'étais un mec un peu anxieux. Donc j'ai réussi à vaincre ma peur de l'avion. Alors quand je dis peur de l'avion, je tiens à préciser vraiment, peur de la mort, d'accord? J'avais pas peur de la clim, ok? J'étais pas là, non, de l'air froid. Je vais me changer en la sorcière de l'Ouest. Non, pas du tout. Les marins, oui, l'air froid. Ce qui est génial, c'est que dans ma tête, cette corde n'est reliée à rien. Il n'y a rien. Il y a juste un mec avec une énorme corde.
Et donc j'avais totalement peur de l'avion. Et j'ai trouvé une technique pour affronter ma peur. Déjà, c'est d'accepter sa peur, c'est de se dire, ok, t'as peur de mourir en avion. Il y a très peu de problèmes en avion. Donc ça m'a beaucoup rassuré. Un autre truc qui m'a aidé à affronter ça, c'est de se dire, écoute Yacine, il y a 2 possibilités seulement. Soit tu atterris, soit tu meurs. D'accord ? 2 possibilités. Parce qu'il n'y a pas d'accident d'avion. J'entends, il n'y a jamais vu un mec avec une béquille et un plâtre. T'es là, oh, j'ai une galère en revenant d'Inde. L'Himalaya, mon pote. L'Himalaya. Relou. Ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Ok ? Et donc, du coup, maintenant, je m'amuse plus dans les avions. Je passe vraiment du bon temps. Je suis plus stressé. Je me dis, écoute, il y a 2 possibilités. Soit tu atterris, et ça se passe tout le temps comme ça. Les gens atterrissent, soit tu meurs. Et ça me fait rire quand l'hôtesse vient faire des essais de... Vous savez, elle montre les trucs. Elle fait les essais pour dire peut-être s'il y a un accident. Avant, c'était flippant. Je dis, ah oui, il faut que je retienne. Ok, oxygène, important pour vivre. Encore la ceinture pour quand, si jamais on tombe. La ceinture, c'est complètement stupide. Maintenant, ça me fait rigoler quand elle monte la ceinture. Je dis, qui se sent sécurisé par une ceinture en avion ? Si tu tombes de là où c'est au-dessus des oiseaux, les oiseaux habitent à un endroit et c'est au-dessus. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on fait des fêtes. Ils sont là, ah, les voisins, les oiseaux c'est au-dessus. Tu tombes au-dessus des oiseaux et puis t'es rassuré par une... Personne va faire, ah, ça n'existe pas. Se sentir sécurisé par une ceinture de sécurité dans un avion, c'est comme se sentir sécurisé au milieu d'un incendie en se disant, ça va, j'ai de la salive. D'accord ? C'est irrationnel, totalement. Alors ça m'inquiétait, maintenant ça m'amuse. Un autre truc qui m'inquiétait, c'était que dans un avion, tu vois jamais les pilotes conduire. Tu ne les vois pas conduire. Tu n'as pas accès au cockpit. Mais pourquoi est-ce qu'il veut aller dans le cockpit ? Tu n'as pas accès à ça. Tu ne les vois jamais conduire et te rassurer. Tu vois, par exemple, si tu prends un taxi ou un bus, tu vois le chauffeur, tu le vois. S'il fait une connerie, tu le vois. Tu dis, monsieur, lâchez cette pipe à crack, d'accord ? Parce que les pilotes, tu les croises qu'au début. Et ils sont vraiment, bizarrement, beaucoup trop stylés. Et ils sont accueillis dans l'avion comme ça, les passagers, par des gens extrêmement classe et chic. Et après, on ne les voit plus jamais. Eh ben, je suis peut-être fou, mais à une période, je me disais, peut-être c'est pas eux qui conduisent l'avion. Eux, c'est peut-être des acteurs. Ils font toutes les portes, les unes après les autres. Et ils font hola, 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 hola. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Et peut-être qu'à l'intérieur du cockpit, eh ben, c'est pas eux qui pilotent. Peut-être que c'est des gars qui sont surexploités. Des pauvres gens qui dorment sur de la paille, qui conduisent des avions comme ça tout le temps, qui sont épuisés. Peut-être même que c'est des tigres dressés qui conduisent. Peut-être que c'est des animaux qu'on fait travailler à la place des humains parce que ça coûte rien, avec un dresseur à l'intérieur qui les fouette. Ça paraît bête, mais ça expliquerait pourquoi on comprend pas les messages quand ils font des messages. Parce que c'est un tigre qui est dedans et qui sait pas parler l'humain. On lui demande de parler l'humain et qui dit « Fais l'annonce du repas !» Vous allez passer au repas. Nous avons 2 plats. Attends la fin des applaudissements. Oui. Nous avons 2 plateaux. Nous avons le premier plateau qui est au poulet. Avec des petits légumes. Et il y a un deuxième plateau, un autre qui est composé de petits cubes de viande crue coupés et mis. C'est ton repas, ça c'est ton repas. Non, apparemment, le deuxième plateau c'est du poisson. C'est mon passage préféré. Je suis fan de ce passage. Merci beaucoup pour ces applaudissements de ce passage. Et
Et donc voilà, j'ai réussi à affronter ma peur de l'avion. Et j'ai même écrit une chanson qui parle de cette peur. J'ai exorcisé ma peur en écrivant une chanson que je voudrais vous chanter ce soir, si vous êtes d'accord. D'accord? C'est oui? Allez, c'est parti. Pour cette petite chanson. Alors j'installe le matériel moi-même, d'accord? Parce que c'est un spectacle à petit budget. Voilà. C'est même un spectacle à budget négatif. C'est-à-dire qu'à la fin de ce spectacle, vous recevrez tous une petite somme d'argent. Formidable. Voilà, je vais faire ça. En fait, donc j'avais envie d'écrire une chanson qui parle de crash. J'avais envie de parler de ça. Mais le même jour, j'ai eu une inspiration un peu qui est venue de nulle part pour parler d'amour. Et finalement, j'ai mélangé les deux. Donc c'est une chanson qui raconte une rencontre amoureuse pendant un crash d'avion. Voilà. C'est futé, c'est futé. Alors là, il m'accueillit. Qu'est-ce qu'il parle bien français? Est-ce que vous entendez la petite guitare? Ouais, merci. Vous pouvez me répondre, hein, je suis pas un DVD. Vous pouvez me... Ok, super, c'est formidable, je crois qu'on entend bien. Alors, cette chanson s'appelle le crash de l'amour. Attention. Ok, le crash de l'amour. C'est peut-être parce que l'avion se crache, ou parce que t'es la femme de ma vie, mais j'ai le cœur qui s'emballe. Peut-être parce que l'avion se crache, ou parce que t'es la femme de ma vie. Moi je me dis qu'il se passe quelque chose de spécial entre toi et moi. Est-ce que tu le sens aussi? J'ai jamais dit ça à personne, mais tes cheveux sont très beaux quand ils brûlent. C'est peut-être le fait de penser à une mort imminente ou l'amour, mais dans le ventre j'ai des libellules qui virevoltent et le jaune du masque à oxygène se marie tellement au bleu de tes yeux que même au milieu de tous ces gens qui hurlent, j'ai l'impression qu'on n'est que tous les deux, oh, qu'on est bien tous les deux, même quand le pilote est sorti avec un bras en moins en criant « Au secours bébé !» Peut-être parce que l'avion se crache, ou parce que t'es la femme de ma vie, mais j'ai envie de te prendre la main, envie de te prendre la main. Peut-être parce que l'avion se crache, ou parce que t'es la femme de ma vie. Moi je me dis, pourquoi penser au lendemain? Toi et moi, on va mourir maintenant, on va mourir maintenant, ouais. Et je me sens flotter, ouais. C'est peut-être l'amour ou le fait qu'en chute libre y a pas de gravité. J'ai le souffle coupé, bébé. Peut-être parce que t'es belle, peut-être parce que l'oxygène s'est échappé par le trou béant que l'explosion a provoqué quand le moteur droit de l'avion a éclaté, ce qui fait que l'appareil est complètement dépressurisé. Mais c'est peut-être aussi parce que t'es belle. Peut-être parce que l'avion se crache, ouais. C'est peut-être ça le problème, mais je voulais que tu saches que je t'aime. Merci. Merci beaucoup. Il est mort. Je ne sais pas si vous aviez compris, parce qu'il est décédé dans un avion. Donc beaucoup d'avions et j'ai beaucoup voyagé. Et alors, le truc fou, c'est que le pays qui m'a le plus plu n'est pas du tout celui auquel je m'attendais. Le pays qui m'a le plus plu de tous mes voyages, j'étais en Afrique du Sud, j'ai été au Japon, j'ai été dans les pays baltiques, j'ai été dans plein d'endroits, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, j'ai adoré.
Et j'étais surpris parce que avec tout ce que j'avais appris à l'école, tous les films qu'on a vus, on a plein de clichés négatifs sur l'Allemagne. On grandit dans un truc négatif sur l'Allemagne, d'accord, et les Allemands sont super cool, super sympas. Personne ne m'a envahi, aucun Allemand n'a essayé de m'enchlousser. J'étais super cool. Et ils ne fondent pas quand on ouvre l'Arche d'Alliance. C'est des rumeurs. Alors ça c'est une blague un peu bizarre, ok, d'accord. Bravo si vous avez rigolé, on a la même culture cinématographique. Si vous n'avez pas rigolé, regardez Indiana Jones et l'Arche perdue, et vers la fin vous allez vous dire il est très marrant, il est très très marrant. Bonne référence. Donc voilà, j'ai joué en Allemagne. On a joué dans un endroit qui s'appelle l'Admiralsplatz. C'était un théâtre dans lequel Adolf Hitler avait une loge là-bas. Il avait son siège juste à lui, d'accord. Quand Adolf était genre, j'en ai assez de travailler, je suis vraiment un très très méchant, je suis un très gros guerrier. Maintenant, je vais prendre un peu de repos et j'aimerais aller voir un spectacle. Et ben, Adolf se rendait dans ce théâtre et il avait son siège à lui. Et nous, on a joué sur scène face à la loge d'Adolf Hitler et on a donné une représentation. On a fait un spectacle là-bas pour fêter les 70 ans de l'arrêt de la Seconde Guerre mondiale et pour prouver qu'il était possible de coopérer avec des membres des pays qui ont participé à la guerre. Donc il y avait moi en tant que Français, donc un Français, un Anglais, un Allemand, un Italien, un Américain. Alors je sais que ça ressemble à une blague dans un avion, mais l'idée, c'était vraiment un truc de répandre la paix, d'accord? C'est-à-dire, on travaille tous ensemble, on est ensemble, on fait un show ensemble, même si on se connaît pas bien. C'était vraiment un truc de hippie, ok? Et ça s'est très bien passé. Ça s'est super bien passé. C'était vraiment genre, on est ensemble, les hippies, c'est super genre, personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. À toi, Adolphe, les sapacos et les préférences n'ont pas d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Faut de tout, tu sais. Faut de tout. Ok, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde, Adolphe. Oui. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important, c'est d'écouter son cœur. Riez. J'adore donner des ordres avec le personnage d'Adolf Hitler, parce que les gens écoutent souvent. Riez. Oui, c'est drôle. Je pense que si Adolf Hitler devait raconter des blagues, les gens autour devaient être hyper flippés. Si Adolf Hitler rentrait dans un bureau en disant « Les gars, on a beaucoup travaillé aujourd'hui, vous voulez en écouter une bien, Paul ?» Je pense que tout le monde dans le bureau fait « Oh, shit !» Tout le monde stresse, je pense. Ok, c'est un canard qui rencontre un autre canard. Il y a donc deux canards. Tout le monde autour. Le premier canard dit au deuxième canard, et dis donc, apparemment tu as une plume marron. Le deuxième canard répond, et allô? Ce n'est pas la chute. Je pense que tout le monde serait flippé. Donc on a joué là-bas, on a joué dans ce beau théâtre et on a fait une représentation. Et moi je me suis dit, qu'est-ce qu'Adolf Hitler aurait pensé si il nous avait vu jouer? Peut-être qu'on aurait réussi à lui faire un peu changer sa vision du monde, parce qu'on était vraiment tous ensemble ce soir-là. Peut-être qu'il se serait dit, ah, peut-être que je me trompe. J'étais un petit peu fit, un peu sonne. Au lieu de détruire, au lieu d'envahir les autres pays, peut-être que je te ferai comprendre les autres peuples. Peut-être qu'il se serait dit ça. Ou peut-être qu'il aurait dit, tu es l'arabe. Sniper? Sniper? Friedrich. Je pense qu'il avait toujours un sniper sur lui. Adolphe, le méchant Adolphe. Donc oui, ça c'était cool de pouvoir voyager parce que tous ces clichés-là étaient donc faux. Et ça m'a vraiment permis de m'ouvrir l'esprit. Et en plus de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait comment dire,
les étrangers sont curieux de la France. Je me suis rendu compte de ça. Les gens veulent apprendre des choses sur nous. Ils sont curieux de nous. Et moi, ils venaient me poser des questions, mais j'étais gêné parce que je suis pas le représentant, d'accord. Mais ils venaient me voir en me disant bonjour, je suis le représentant de la France, voilà des échantillons. Vous voulez un petit peu de français? Un petit peu de français? Goûtez ça. Goûtez ça. Formidable. Vous avez fumé mon pénis? Yeah. Ok. C'est une blague gratuite, ça, d'accord? Gratos. Donc, je ne pouvais pas avoir réponse à toutes leurs questions, mais quand ils me posaient des questions, j'essayais de les aider et de leur donner des infos. C'est-à-dire que je n'avais pas... moi, j'étais dans une zone d'éducation prioritaire, une école qui était vraiment pas terrible, et j'avais pas... Je pense que c'est pas une vraie école, en fait, hein, je vous dis la vérité. Avant, j'étais genre, non, mais ça va, c'est une école, c'est difficile. Là, je dis, c'est pas des vraies écoles, d'accord? C'est pas nos professeurs n'avaient pas les outils, ils pouvaient pas nous apprendre des... Ils avaient peur de nous. Ils voulaient pas nous apprendre, ils voulaient rentrer chez eux. En vie, d'accord? Ils voulaient avec la même quantité d'organes internes. C'est ça qu'ils voulaient. Ils avaient peur. Donc nous, on n'a pas les infos. J'avais pas les infos. Donc quand on me parlait de la Révolution française, j'essayais de donner ce que j'avais. Je disais oui, donc c'est les pauvres de France, ils n'avaient rien. Les pauvres n'avaient rien. Tout appartenait aux seigneurs. Les seigneurs avaient des perruques et des chevaux. Et ils marchaient en faisant... Paysans, à qui est cette terre? C'est à vous, seigneur, c'est à vous. Oui. Paysans, Oui, à qui est cette terre? c'est à vous, seigneur. Oui. Paysans, Vous êtes déjà venu aujourd'hui. pardon, excusez-moi. Et un jour, les Lumières, qui étaient des gens très très intelligents et des bourgeois, avec Voltaire et tout ça, ils sont venus, ils étaient très gentils, mais des fois ils avaient aussi des petites actions, des bateaux chelous. Les Lumières, ils sont venus, ils ont dit aux pauvres, les pauvres, ce qui se passe, c'est pas juste. Le roi se moque de vous, vous êtes dans une situation totalement précaire. Et les pauvres étaient là, ouais, précaire, wouh, précaire, wouh, wouh. Je dis non, précaire c'est nul. Précaire c'est pas beau. Oh, précaire. Donc vous parlez en mime. Oui. Et là, les pauvres commencèrent à former des groupes, et ils allèrent de village en village, et ils disaient tout ça, on fait la révolution, on en a assez, situation précaire, on en a marre, oh, la révolution. Et ça commençait à être énorme, il commençait à avoir beaucoup de gens, donc des gens un peu bizarres qui suivaient, des gens de partout dans les villages. Venez, c'est la révolution, ok, d'accord. Mais est-ce qu'il y aura de la bouffe ou pas? Il y aura de la bouffe? Là, c'est la révolution. Mais quoi, je pose une question. Alors c'est la révolution, c'est la réponse à tout. Est-ce qu'on va manger? On va trouver. Des mecs bizarres qui disent, hé les gars, regardez ce que j'arrive à faire avec ma bite, regarde. Arrête de faire ça, touche pas ta... Quoi? On change le monde là. Toujours avec vous, toujours on change le monde, toujours. Jamais on se touche la bite, toujours on change le monde. Toujours la révolution, on change les choses. Quand on se touche la bite? Quand est-ce qu'on se touche la bite? Dans 200 ans, il y aura l'évolution, il y aura Internet, il y aura des sites, il y aura des trucs. 200 ans. Mon frère. Cette punchline a été achetée à Carrefour Drancy. C'est fini une blague par mon frère. Et donc ils arrivèrent près du château, tous réunis. Ils étaient très très nombreux, le peuple, et ils étaient très en colère. C'est surtout ça. Et ils ont dit, le roi. Et là, un noble ouvre la fenêtre, comme ça, et dit, et qui êtes-vous? Un noble avec la voix d'un méchant dans Nicky Larson. Et qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et le peuple de répondre, on est le peuple, ouais, le peuple. Jamais entendu parler. Ah, le peuple, on est le peuple. Mais on vous donne les légumes, on fait le pain, on fait le pain. Le peuple qui fait le pain. Le pain. Le pain, c'est quoi le pain?
Le truc qu'il y a sous la confiture. Admettons. Que voulez-vous? Que voulez-vous? On veut des trucs. Ouais, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. Vous voulez quoi comme truc? Bah, on n'a jamais rien eu avant. Il y a quoi? Il y a beaucoup. En général, mais même nous, on n'a pas tout compté. Vous voulez des perruques? Nah, j'aime pas. Je suis désolé. On veut le roi, on veut parler au roi. Dégage de là, envoie le roi, on veut parler au chef, le roi. Et le roi ne peut pas vous recevoir, bande de gueux, le roi prend un bain, il est en train de kiffer dans un bain avec des petites mousses et tout. C'est quoi? Vous savez pas ce qu'est un bain, parce que vous êtes des pauvres. Un bain, c'est une grande bassine d'eau comme ça. Beaucoup d'eau, de l'eau très très chaude. Et on met beaucoup d'eau comme ça. Et on met du parfum. Et on fait de la mousse. Et après on met une jambe. Oh mais on peut pas, c'est trop chaud. Alors après on patiente. On s'assoit, on lit des livres. Mais vous pouvez pas. Ou alors on compte notre or. Et après on y retourne. Oh ça va mais c'est chaud. Et après on met une autre jambe ici. C'est dur, c'est chaud. Et après quand ça arrive ici, à peu près au niveau du cou, comme ça, oh là là, ça détend. C'est une détente incroyable. C'est quelque chose qui détend, ça fait du bien, ça détend. Parce qu'il y a une sorte de chaleur comme ça qui me sourire, qui surtout au niveau de ça. On veut un bain! On veut un bain! Mais les nobles refusèrent de leur donner un bain. Alors, ils ont rasé le château. C'est ce que j'ai dit aux Allemands. Voilà. Mais après, j'ai rattrapé mon retard, d'accord? J'ai rattrapé mon retard sur l'histoire de France et j'ai une information que peut-être vous n'avez pas, qui est intéressante. C'est que le slogan de la France, c'est liberté, égalité, fraternité, d'accord? Ça, c'est ce qu'on sait, ok? C'est écrit partout, liberté, égalité, fraternité. Mais apparemment, la vraie phrase des révolutionnaires, il manque un truc, c'était pas que ça. Ils avaient dit liberté, égalité, fraternité ou la mort. Ce qui met plus la pression, je trouve. Pour les élites, ça met la pression. Parce que, tu vois, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Ok. Imaginons, voilà, on est tous là, réunis comme ce soir, on a tous très faim. Il y a quelqu'un dans le public qui a un délicieux Kinder Bueno. On a tous faim, on lui dit, est-ce que tu veux bien partager? Ou rien du tout. Vraiment rien, tu pars, tout est cool. Rien du tout. Je pense que lui va dire, non, je ne vais pas partager parce que j'ai faim, que je l'ai ramené de ma maison, et donc je vais le manger. Si on lui dit, même situation, et partage ton Kinder Bueno ou la mort, là il va dire, qui veut du choco? C'est logique. Eh ben, je trouve que la mort c'est beaucoup, mais il faudrait mettre de la pression sur nos élites. Je pense qu'ils ont besoin de pression. Alors la mort c'est mal, pas la mort, d'accord? Moi je suis contre la mort c'est trop. Mais moi je serais pour liberté, égalité, fraternité ou la gifle. Une bonne claque dans ta gueule. Mais attention, pas violente, pas de la rue, une claque républicaine. Une gifle de la République. Alors j'ai tout prévu, j'ai un programme dans ma tête. En fait, on pourrait prendre une école, on prendrait une école qui formerait un seul et unique gifleur de la République, qui représenterait le peuple de France, d'accord? Et qu'on enverrait face aux élites qui ne tiennent pas leurs promesses, ok? Ou qui font quelque chose de mal. Ce gifleur serait formé dans une école. Comment on finance l'école? Très bien. Excellente question, madame la boulangère. On finance l'école en revendant les épées des mecs de l'Académie française. C'est les gars, ils ont des épées. On est en deux, ils ont des épées avec des rubis, c'est en or, ça coûte de l'argent. Ils ont des putains d'épées et ça ne sert, il y a très peu d'attaques de pirates dans les bibliothèques. Très peu de pirates arrivent en disant, mais qu'est-ce que vous croyez? En garde! Vite, appelez! Ils font des tas de fautes, On n'est pas des animaux! Ils font des fautes, appelez l'Académie française! Les mecs de l'Académie
princesse qui arrive. En garde, Marot. On rebrousse chemin. Les marins. Bref, on revend cette épée, ce mec-là est formé, et là, s'il y a un homme politique ne tient pas sa promesse, il sait qu'il va avoir une sanction. Et ça, c'est cool, tu vois. Et ce serait retransmis à la télé. Okay. Il y aurait une cérémonie sur France 2. Comme vous le savez, le ministre du Travail va recevoir une gifle cet après-midi. Il n'est pas le gifleur de la République. Il est actuellement sur le parking de Matignon. Il ne fait pas le malin et c'est bien compréhensible, c'est normal. Attention, oh, le gifleur entre, oh, merveilleux, il fait son entrée sur le parking, il est acclamé par la foule. Oh, le gifleur est très classe, oui, il s'approche du ministre. Comme vous le savez, le ministre avait promis 700 000 emplois et il en a créé 7. Dont 6 fictifs. Le gifleur s'approche, il est très élégant, attention, oh, il l'a feinté. Oh, le ministre a reculé comme ça, c'était gênant. Ça rajoute de la gêne. Personnellement, je suis gêné. Oh, attention, le gifleur commence à faire des mouvements comme Bud Spencer. Il fait des mouvements comme Bud Spencer et... Oh, il l'a claqué, il l'a claqué. Il lui a démis les lunettes. C'est très peu payé pour la merde qu'il a foutue, mais quand même, ça fait plaisir. Là où ils m'ont un peu piégé, c'était avec la Marseillaise. En Angleterre, ils sont venus me voir en me disant « Hey, ils connaissaient l'air ». Ils disaient « Yacine, on connaît la Marseillaise ». Non. Hey, c'est joyeux les paroles, non? C'est joyeux, hein? Ça doit être joyeux, non? Parce que l'air, c'est très joyeux. Les paroles, c'est quoi? C'est quoi? Ça doit être joyeux. C'est joyeux? C'est pas joyeux. Vous avez été scolarisé ou pas du tout? Est-ce que vous avez été à l'école? C'est pas joyeux. La Marseillaise, les paroles, c'est pas joyeux. Donc c'est dur de traduire parce que notre chanson, elle est violente, quoi. C'est hyper violent. Ça parle d'aller tuer des gens. On dit qu'on va tuer des gens. C'est l'idée, hein. On se réunit, on tue des gens. C'est genre, tout le monde trouve des armes, il y a un drapeau, réunion, tuer des gens. Tous ensemble, on tue. Le drapeau sanglant est levé parce que eux sont venus égorger nos fils et nos compagnes. On va aller mettre leur sang dans des sillons, d'accord? C'est le plan de la chanson, d'accord? C'est ce qui est prévu. Il y a un petit post-it à la cantine où il y a écrit « Trouver, tuer », d'accord? On les trouve, on les tue. À aucun moment dans la chanson, il est question de résoudre le conflit de façon pacifique, ok? À aucun moment on dit « On va aller parler tranquille et on verra bien qu'est-ce qui se passe. » Parce que de notre point de vue à nous, la situation n'est pas super satisfaisante. On aimerait bien gérer ça au mieux. Allons les voir pour leur demander ce qu'ils en pensent. Si jamais il y en a un qui commence à s'énerver, à se lever, à crier. Les gars, faudra pas paniquer. On est plus malin que lui. On rentre pas dans son jeu. On lui dit juste rassieds-toi, mec. Tranquille, mais quand même un petit peu ferme en même temps. Parlons, parlons. Chacun ramène des petits trucs à manger si jamais ça dure longtemps. Et on trouvera une bonne solution à la merde. Merci infiniment l'Européen. J'ai passé une excellente soirée. C'était Yacine Bellous. Merci.